Subvention majeure pour le Pignon Bleu pour nourrir les enfants. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde, bon mercredi. Nouveau Info vous apprend en primeur ce soir que l'organisme Le Pignon Bleu va bénéficier d'une subvention importante de 2,8 millions de dollars sur 2 ans. Les fonds proviennent du Programme national d'alimentation scolaire du gouvernement fédéral. On parle de sommes qui vont aider l'organisme à poursuivre sa mission. Depuis 35 ans, Le Pignon Bleu contribue à la sécurité alimentaire des enfants et des familles de Québec. Juliane Perrault a plus de détails. De plus en plus d'enfants partent à l'école le ventre vide. C'est pourquoi le gouvernement fédéral a mis en place un nouveau programme scolaire d'alimentation. On a appris qu'un organisme de Québec, le Pignon Bleu, a réussi à aller chercher un précieux montant. Dans le fond, le gouvernement fédéral a mis en place le programme canadien d'alimentation dans les écoles. Puis nous, on a reçu pour les 2 prochaines années un montant de 1,4 million annuel. On a vu les besoins, on est sur le terrain, on fournit des collations dans les écoles. On voit que la sécurité alimentaire est quand même assez précaire, et même en croissance. On sait qu'un enfant sur 4 ne mange pas à sa faim dans les écoles. Fait que pour nous, ce que ça représente, c'est continuer notre mission qu'on a, c'est d'aller nourrir des jeunes, d'aller favoriser la sécurité alimentaire dans les écoles, directement sur le terrain, dans le quartier Saint-Sauveur, Saint-Roch, même plus large, Limoilou. Le programme fédéral est doté d'une enveloppe d'1 milliard de dollars. Québec a obtenu 65 millions sur 3 ans, des sommes dont les organismes ici ont besoin. Bien, tu sais, on refuse continuellement des gens pour des limites de capacité. C'est qu'on a un restaurant populaire sur la rue Saint-Vallier. Nous autres, on a 80 jeunes, puis on est à notre capacité maximale, puis on a une grande liste d'attente. On sait que si on aurait plus de place que ça, on pourrait accueillir encore plus de jeunes. Le Canada, depuis déjà 1 an et demi, a un plan national d'alimentation scolaire. Puis la bonne nouvelle, c'est que c'est à peu près 400 000 enfants à travers le pays, dont 110 000 au Québec, qui profitent maintenant de ce plan. Après la cantine pour tous et le club des petits déjeuners, sur les 19 organisations au Québec, le Pignon Bleu arrive en 3e place. Donc, c'est parmi les meilleures organisations à pouvoir profiter au Québec du régime du Plan national d'alimentation scolaire du gouvernement du Canada. Grâce à l'ouverture de leur nouvelle cuisine, il y a un peu plus d'1 an, le Pignon Bleu aimerait remettre jusqu'à 25 000 collations par jour. On parle environ d'une dizaine de mille de collations par jour actuellement qu'on fait dans les écoles. Notre objectif, c'est d'aller grandir. D'après moi, on est capable d'aller chercher un bon 25 000 de collations par jour. Il y a des écoles qui ont des indices de défavorisation qui ne sont malheureusement pas toujours représentatifs de la réalité du terrain. C'est les mêmes jeunes qui sont là, ils n'ont toujours pas nécessairement les moyens de manger à leur faim. Fait que, nous, notre objectif aussi là-dedans, c'est d'aller conserver ces écoles-là. En terminant, même si le Pignon Bleu s'est réjoui de la bonne nouvelle, il rêve maintenant que Québec se dote aussi d'un plan alimentaire universel. À Québec, Juliane Perrault pour Nouveau Info. Le maire de Québec a annulé une rencontre qui devait avoir lieu cet après-midi entre la Ville, le port et les citoyens qui sont opposés au projet de terminal de conteneurs. Bon, Mathieu, Bruno Marchand, ce qu'on comprend, c'est qu'il est fâché que les militants sous-entendent qu'Olga Farman n'a pas assez d'indépendance dans le projet. Oui, on sait depuis vendredi dernier, en fait, que le maire de Québec n'est pas très content que les militants de la table citoyenne Littoral-Est s'en prennent à la PDG du port, donc Olga Farman. Mais aujourd'hui, on a appris que c'est le maire lui-même, comme patron, qui a donné à Catherine Vallière-Roland, la conseillère, l'instruction d'annuler une rencontre qui était prévue à 13h30 aujourd'hui même. Les gens de la table sont opposés, c'est le contexte, au projet de terminal de conteneurs que l'entreprise QSL propose de construire au port. Et ils craignent que les dés soient pipés dans l'évaluation du projet que doit faire le port. Ils font un lien direct entre le fait qu'Olga Farman est au conseil d'administration de la Caisse de dépôt, qui elle-même a des actions dans l'entreprise QSL. Pour les militants, c'est une preuve que Mme Farman est en gros conflit d'intérêts, mais pour le maire, c'est rien d'autre que du salissage, et c'est pour ça qu'il sévit. Ce que j'ai de la misère avec la démarche citoyenne, c'est d'en faire une affaire personnelle. On ne peut pas avoir des débats sains si on est toujours en train de se dire il y a quelqu'un qui a peut-être un problème, un intérêt. Là, moi c'est là que je décroche. Et c'est pour ça que j'annule la rencontre. Je prends juste fait et cause. J'aurais fait la même chose pour Mario Girard, j'aurais fait la même chose pour n'importe qui. J'ai envie qu'on ait des débats où on fasse abstraction de salir des gens ou de... Ils salissent Mme Farman. Bien, moi, je pense qu'on attaque sa probité. C'est mon impression. Bon, c'est quoi la réaction des gens de la table citoyenne Littoral-Est? Bien, je suis allé les voir, évidemment. Ouais. Ils sont stupéfaits. Ils trouvent que le maire de Québec réagit bien trop fort dans les circonstances. Et je vais y revenir, mais avant, il faut faire une précision importante. J'ai parlé avec le port de Québec. Ils me disent 2 choses. À propos du rôle de Mme Farman dans le projet d'évaluation du projet de porte-conteneurs, l'évaluation environnementale se déroule sans aucune implication de la PDG, ni dans son déroulement, ni dans la prise de décision.
Et sur comment ça se passe quand Mme Farman est à la Caisse de dépôt, on me dit, si un dossier est lié au port ou à QSL, Mme Farman ne reçoit aucune information, dis-je, et ne pourrait pas participer aux discussions. Et là, j'arrive justement à la réaction des gens de Littoral-Est sur le mouvement d'humeur du maire Marchand. On n'a pas eu de nouvelles de Mme Farman elle-même. Puis, on est surpris là, que ce soit le maire là, qui sorte publiquement pour ça. On ne s'attaque pas à l'intégrité de Mme Farman. On ne fait que soulever des faits qui sont de nature publique. C'est effectivement préoccupant pour la PDG du Port de Québec d'avoir tous ces chapeaux-là. Puis on trouve absolument pas que c'est illégitime, ni des attaques, en fait, de souligner là, ces faits-là. Jean-Simon, difficile de dire si les discussions vont reprendre à court terme, mais une chose qui est certaine, c'est que le dossier d'évaluation du projet de QSL va durer encore une bonne année. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne soirée. Je t'en prie. À bientôt. Le troisième lien à l'Est envisagé par le gouvernement Fréchette relierait la route L'Allemand à Lévis à l'autoroute Dufresne-Montmorency à Beauport. C'est le Journal de Québec qui rapporte ça ce matin. Le cabinet de la nouvelle première ministre n'a pas voulu confirmer les informations à Nouveau Info. Et le maire Bruno Marchand, lui, a été invité à réagir et il a indiqué que le bien fondé de ce troisième lien, il restait à démontrer. Il a aussi affirmé que le projet ne pouvait pas remettre en question le réaménagement des berges du fleuve sur la rive nord. Si le gouvernement, à terme, disait on a un troisième lien, on arrive, puis il n'y a pas d'aménagement en boulevard urbain, il n'y a pas de promenade Samuel de Champlain, on a un problème. Ça ne peut pas juste être on fait un troisième lien, on ne fait pas le reste. Comment ça s'aménage dans le nord? Quel effet ça a sur la circulation? Quel effet ça a sur les entrées en ville? Quel effet ça a sur les gens qui circulent déjà sur ces autoroutes-là ou ces routes-là pour éviter de leur dire ça va prendre 10 minutes, 15 minutes de plus vous rendre à Québec? C'est ça qu'on a besoin de savoir. La route 132 à Sainte-Croix-de-Lotbinière a récemment reçu l'insigne honneur de pire route de Chaudière-Appalaches par le CA Québec. La situation est tellement problématique qu'elle est carrément dangereuse, selon le maire de Sainte-Croix. Il craint pour l'attractivité de sa municipalité et il y a bien d'autres qui longent le fleuve également, bien d'autres routes qui longent le fleuve qui sont dans la même situation. Voici le reportage de Caroline Dumont. Nous, le message qu'on envoie au ministère des Transports, c'est si vous n'êtes pas capable d'entretenir les routes qui traversent nos municipalités, confiez-nous la responsabilité avec les sommes d'argent, avec les budgets qui sont nécessaires. Et nous, du côté des municipalités, on va être en mesure de bien entretenir nos routes. On est en plein cœur de Sainte-Croix-de-Lotbinière et vous l'avez entendu, le maire ne mange pas ses mots pour parler de l'état de la route 132 qui traverse sa municipalité. Il faut dire que les demandes de réfection ne datent pas d'hier. On multiplie les représentations auprès du ministère des Transports depuis déjà plusieurs années. Présentement, la situation, elle est dangereuse. Depuis déjà plusieurs mois, on attend que des travaux soient réalisés. On nous promet que des travaux d'asphaltage seront faits d'ici la mi-juin. C'est une bonne nouvelle, mais vous nous permettrez de demeurer sceptiques tant que les travaux n'ont pas été complétés. On estime que ce sont de 3 à 4 000 véhicules qui circulent ici chaque jour, des véhicules qui doivent adapter leur vitesse pour éviter des réparations coûteuses. Pour vous donner une idée, une image en tête, présentement, ça a l'air d'un champ de mine. Rien de moins, là, vraiment. Là, on doit rouler entre 10 et 20 km/h pour éviter, là, on parle plus de nid de poule, on parle de cratères très profonds. Les prix de véhicules se multiplient et ça, c'est depuis déjà plusieurs mois là, que cette situation perdure. Là-dessus, le ministère des Transports tend à lui donner raison. Il dit avoir reçu pas moins de 144 plaintes depuis le début de 2026, contre 5 l'année précédente et à peine 3 en 2024. Le maire de Sainte-Croix-de-Lotbinière a dit par ailleurs avoir lancé en 2021 une étude d'opportunité pour valider l'intérêt de faire des travaux de réaménagement de la route 132 dans son village. Jusqu'ici, par contre, le projet tarde encore. On a conclu une entente avec le ministère des Transports en 2023 pour que le ministère des Transports soit responsable du projet. Le ministère vient à peine d'octroyer le mandat pour la réalisation des plans et devis, donc c'est pratiquement fait très peu de choses, disons ça comme ça, au cours des dernières années. Donc, il y a des délais administratifs, il y a une lenteur qui occasionne des coûts supplémentaires et qui nous compliquent énormément la vie, là, les citoyens de Sainte-Croix. Selon M. Dion, on évaluait en 2021 que le projet de réaménagement pourrait coûter plus de 10 millions de dollars, une somme qu'il craint de voir augmenter avec le temps. Actuellement, le ministère des Transports prévoit simplement des travaux d'asphaltage d'ici la mi-juin, mais encore rien pour des travaux de réaménagement qui permettraient de régler le problème à plus long terme. À Sainte-Croix-de-Lotbinière, Caroline Dumont pour Nouveau Info.
Il y a 2 suspects, dont un d'âge mineur, qui ont été arrêtés la nuit dernière à Lévis pour intrusion de nuit et port de déguisement. Les citoyens alertaient les policiers alors qu'ils fouillaient à l'intérieur d'un véhicule dans le stationnement d'un immeuble à logement de la route des Rivières à Saint-Nicolas. Il s'agit d'un 2e dossier du genre à survenir en autant de nuit à Lévis alors que 3 rôdeurs ont été arrêtés hier dans le secteur Lauson. Pour le moment, toutefois, la police ne fait aucun lien entre les 2 événements. Une seule saisie faite par les services correctionnels en avril a permis de mettre la main sur plus de 68 000 en divers objets interdits et prohibés au centre de détention de Québec. À travers le Québec, la valeur des objets saisis représente près de 650 000 Il s'agit principalement de produits du tabac, de stupéfiants et de cellulaires, de même que des outils. La plupart des saisies d'importance font suite à la récupération rapide de colis livrés par drone. Il va y avoir des changements du côté du RTC dans les prochaines semaines, des changements au tracé qui continuent de se multiplier. Et après les changements liés aux travaux du tramway, il y a une nouvelle ligne qui s'ajoute et plusieurs modifications qui vont suivre le tout. Félix-Antoine est là-dessus. À quoi on doit s'attendre? Bien, la grosse nouvelle dans le nouveau plan de développement pour le RTC 2025-2028, tu l'as dit, un nouveau tracé, haute fréquence, la ligne 71 qui s'ajoute au RTC. Ce trajet fait Neuchâtel, Basseville, en passant par le Bourgneuf et Vanier, donc vraiment un secteur qui était un peu moins desservi. On parle d'un trajet qui devrait passer à une fréquence d'environ 20 minutes jusqu'à 19 heures les jours de semaine, donc quand même une très bonne fréquence. Ça vient évidemment avec plusieurs modifications et c'est pas tout parce qu'il y a aussi une nouvelle zone de flexibus, cette fois dans le Haut-de-Charlebourg, dans le secteur d'Orsainville. Tout ça amène des modifications à 21 tracés du RTC. Et ça s'ajoute, comme tu l'as dit, à toutes les modifications qu'il y a eu lors de l'annonce des modifications liées aux travaux du tramway. Il y en a eu d'autres, on se rappellera, qui sont même pas encore entrées en vigueur là, pour la mi-juin, qui vont ajouter d'autres modifications, encore une fois, liées aux travaux du tramway. Et ces nouvelles modifications, bien, cette fois, c'est pour le 22 août. Donc, beaucoup de modifications, que je répète, en 6 mois de temps environ. Et on est conscient là, du côté du RTC que ça va demander une période d'adaptation. On se doit de maximiser les ressources qu'on a et c'est sûr que ça va nécessiter une période d'adaptation, d'où les efforts qui sont mis en amont au niveau de la consultation. Puis c'est sûr qu'en expérimentation, on s'ajuste après, mais c'est sûr que vous êtes... dans mon ancienne vie, dès qu'on touche aux horaires, c'était toujours quelque chose de bien sensible. Quand on touche aux habitudes de vie, c'est rodé au quart de tour, puis c'est sûr que ça demande une période d'adaptation, mais je pense qu'on n'a pas le choix pour utiliser les ressources de façon efficiente. Bon, une adaptation nécessaire, sauf que j'imagine que ça crée de l'insatisfaction aussi, Félix. Oui, Radio-Canada, avec une demande d'accès à l'information qui a dévoilé aujourd'hui que les plaintes ont augmenté de 25 comparativement à la même période l'an dernier au RTC. Donc, clairement, une différence significative qu'on attribue avec tous ces travaux, ces changements de ligne liés à ce qu'on a vu avec les travaux du tramway, notamment la 805 qui est allée chercher une bonne proportion des plaintes, ces changements avec la ligne 801, 801 qui affectent beaucoup d'utilisateurs. Et du côté du RTC, bien, on juge que c'était prévisible quand même. 700 arrêts qu'on a touchés, c'est des dizaines de milliers d'usagers qu'on vient modifier leurs habitudes de transport, qu'ils utilisaient depuis des années, les mêmes parcours. On est très empathique par rapport à l'effort d'adaptation qu'on a demandé aux usagers. Il y en a certains qui ont été peu impactés, d'autres plus. Fait que c'est pour ça qu'on s'ajuste, c'est pour ça qu'on avait rajouté des autobus d'appoint pour s'assurer de la fiabilité. Puis de notre côté, on est sensible, puis on va s'ajuster. Merci Félix-Antoine. Au plaisir, Jean-Simon. Fuite de données, délais et conflits d'intérêts, les controverses autour du Trump Mobile s'accumulent. Les premiers exemplaires sont arrivés cette semaine dans les mains de seulement 2 médias américains. Et il y a quelques problèmes. Bon, déjà, ça fait près d'1 an que ça a été annoncé par Eric Trump, le fils de Donald Trump. On parle d'un téléphone Android à 500 $ américains qui vient avec un forfait de 47 $ américains par mois. Et pour les milliers de personnes qui ont précommandé le téléphone, une faille de sécurité importante aurait été découverte sur le site Web. 2 grandes personnalités du Web américain ont affirmé avoir reçu des courriels avec leurs informations personnelles. I am one of those customers whose mailing address, email address, everything short of credit card number is being leaked. Le média TechCrunch a fait un suivi et un porte-parole de la compagnie a confirmé que la fuite de données était sous investigation.